Nouvel épisode de Dans la zone, déjà le 12e de notre podcast hebdomadaire ici sur, Massilia Zone. Aujourd'hui, on sort, le grand jeu, j'ai envie de dire, parce qu'on a 5 sujets, qui sont, tous plus passionnants les uns que les autres à traiter. On va parler de Gouiri. Est-ce qu'il a enfin, franchi le cap, qu'on attendait? Quel milieu pour, faire rêver, la saison prochaine? Le podium est-il déjà dans la poche ou faut-il encore, serrer les dents? Et puis, l'habituelle chronique où là, c'est Enzo qui va nous déballer, avec sa chronique spéciale Trophée UNFP. Est-ce qu'il y a eu, usurpation, d'identité, notamment au niveau du trophée des coachs, où un certain RDZ n'est pas, nominé? Et pour finir plus léger, on va rendre hommage, tous les 3 à notre neuf préféré, celui qui nous a fait vibrer, celui qui nous a fait, frissonner, ou même, enfin voilà, parfois les 2. Donc, installe-toi, règle bien le volume parce que tu es bien dans la zone pour cet épisode 12. Je t'invite à t'abonner, à Massilia Zone, parce que c'est le média le plus complet sur l'OM. Je suis avec Kylian, évidemment, j'ai même pas présenté mes chroniqueurs. Kylian, qui sera là aussi pour répondre, de ces analyses, tous plus pertinentes les unes que les autres, et Enzo, évidemment, dont j'ai déjà parlé puisqu'il aura sa chronique spéciale. Abonne-toi à Massilia Zone sur YouTube, mais aussi sur TikTok, sur Instagram et sur Twitter. Et je t'invite à liker parce que ça fait toujours du bien pour l'algorithme. Les gars, on va parler déjà de Gouiri, parce que vous n'êtes pas sans savoir, je pense que chaque Marseillais sait que Gouiri est en train de enfin passer un cap, j'ai envie de dire, à l'Olympique de Marseille. Alors voilà, c'était déjà un joueur d'une extrêmement bonne qualité, on le savait déjà. Statistiquement, il n'est pas à son max, il a déjà fait mieux, notamment à Rennes. Mais là, à l'Olympique de Marseille, on le sent débridé. J'ai envie de dire, on sent que voilà, il y a eu beaucoup de déclarations sur lui, notamment de De Zerbi, de Benatia, qui disent que Guiri est un joueur qui va aller loin, dans sa carrière, et là, j'ai l'impression qu'il est en train de nous le montrer parce qu'il devient sérieux dans son travail, que ce soit à l'entraînement ou même sur le terrain. Il a absolument pas la pression du vélodrome. Il faut voir la bicyclette qu'il nous a envoyée contre Brest. Donc, est-ce que Guiri est en train de confirmer son potentiel de top joueur, Enzo? Oui, effectivement, Tino. En fait, Gouiri, c'est tout simplement un train qui arrive à l'heure. Il a enfin trouvé le bon contexte pour briller et on voit du coup tout l'étendue de son talent et il éclabousse vraiment toutes les rencontres du merveilleux talent qu'est le sien. Parce que Amine Gouiri est arrivé, il y avait beaucoup de personnes qui avaient des doutes, notamment sur sa constance et sur sa régularité au plus haut niveau. Parce que tu avais quand même une petite musique qui te laissait entendre que à Nice, certes, très bon passage, mais à Rennes, c'était plus mitigé. Il avait débuté, notamment à Lyon, c'était pas forcément le joueur qu'on attendait. Mais là, au final, il a fait taire toutes les critiques et enlever tous les doutes qu'il pouvait y avoir sur lui. Parce que tout simplement, il est, moi, encore une fois, je l'avais dit dans précédentes émissions, mais le joueur pour lequel je paye ma place. Dans le sens où c'est un joueur magnifique, agréable à voir jouer, qui peut être au départ à la conclusion d'action, très très doué techniquement dans les petits espaces et il a un vrai et réel apport, dans le collectif, de Roberto De Zerbi. C'est un joueur qui est extrêmement complet et un neuf finalement, qui peut se créer et marquer, des buts à lui seul, ce qui est vraiment très, très intéressant. Marquer des buts à lui seul, le 1er déjà contre Brest. Il est dans une position, hyper compliquée, un angle limite fermé par, le gardien, puis aussi le premier défenseur, et aussi, bah, sa bicyclette, hein, et puis son dernier but qui est d'une finition, technique, j'ai envie de dire, létale. En tout cas, du virage nord, on l'a applaudi. J'étais dans le virage nord, on l'a applaudi, on l'a félicité. On l'a même ovationné, et je pense que c'est, assez bien pour le souligner aussi parce que j'ai l'impression que l'Algérien se sent très bien à Marseille, à l'Olympique de Marseille, sous Roberto De Zerbi. Kylian, Enzo a à peu près tout dit, mais est-ce que tu veux rajouter des choses? Parce que je suis sûr que tu as des choses à dire sur Gouiri. Non, mais pour confirmer ce qu'a dit Enzo, moi, ce qui me plaît énormément dans les matchs de Gouiri, c'est qu'il fait preuve d'une très très grande personnalité. C'est-à-dire vraiment que dans le jeu, il est capable vraiment de sublimer un collectif à lui tout seul. Contrairement au dernier numéro 9 qu'on avait eu en première partie de saison avec Eli Wahi, tu sens vraiment que c'est un joueur qui voilà, qui est pas pris par la pression, qui est conscient de ses qualités.
parce qu'on savait qu'il avait, des qualités, de finition, des qualités techniques qui étaient plus approuvées. Mais je trouvais qu'il manquait un petit peu de personnalité dans son jeu et franchement là, depuis, qu'il arrive à l'Olympique de Marseille, il fait vraiment preuve de personnalité et moi, ce qui me plaît surtout, c'est que c'est un joueur qui est magnifique à regarder jouer et qui est capable de gestes de classe. On l'a vu, la bicyclette qu'il met dimanche. Franchement, pour avoir été au stade, c'est un des buts, qui va me marquer, je pense, pendant longtemps parce que le but est magnifique et en soi même, au-delà même de son but, son match est juste vraiment de très, très grosse qualité. Voilà, dans tout ce qu'il fait, c'est précis, dans les passes, dans ses gestes techniques, dans son intelligence de jeu. Tu sens vraiment que c'est un joueur qui est très, très complet et heu et voilà, je pense il lui fallait ce contexte. Il lui fallait un contexte où il peut briller, un contexte où il peut s'épanouir et je pense qu'il l'a enfin trouvé à l'Olympique de Marseille et c'est tant mieux pour lui et c'est tant mieux pour nous également. 7 buts, 3 passes décisives déjà, pour, Amine Gouiri à l'Olympique de Marseille. Alors, on a sorti une stat sur, Massilia Zone. Il faut juste que je la retrouve, c'est que Amine Gouiri est l'attaquant donc c'est déjà la recrue, hivernale la plus décisive, de l'ère McCourt, donc, avec 5 matchs de moins, l'Algérien fait mieux que Balotelli et Arkadiusz Milik en termes de goals plus assists, voilà. Amine Gouiri est à 10, Balotelli était à 8 et Milik à 10 aussi, mais en tout cas, voilà, il égale déjà Arkadiusz Milik, le Polonais. Amine Gouiri contre Brest, c'était, 3 tirs, 3 cadrés, donc létal sur les 3. C'est vraiment l'adjectif, que j'ai utilisé tout à l'heure. 100 de passes réussies comme tu l'évoquais, Kylian, 30 ballons touchés, voilà, une justesse, une intelligence de jeu même, qui n'est plus à prouver. Et voilà, Gouiri, sur RDZ qui cite Gouiri, j'ai toujours dit qu'il avait énormément de qualités, celle d'un numéro 10 et je voudrais l'aider à devenir un goleador, un sniper. J'ai beaucoup apprécié son geste technique, son retourné, ça m'a fait vibrer. Enfin, on est tous d'accord pour dire que c'est, un joueur frisson qui peut aller très, très loin, tant il est, complet. En tout cas, vous l'avez, très bien dit les gars et on Si est je peux content que juste ça se rajouter passe quelque à chose, l'OM. Vas-y. c'est juste ta stat, Kino, qui est vraiment, très, très pertinente dans le sens où au-delà d'être, un brillant joueur de football, très agréable à voir et très, très, technique, il sait aussi être clinique, finalement et c'est ce qui lui manquait un petit peu par le passé, parce que contre Brest, 3 tirs, 3 cadrés, 3 buts, 100 de réussite et justement, c'est là où c'est vraiment très, très intéressant, c'est que c'est vraiment un joueur, complet avec, une palette footballistique, énorme et très étoffée et aussi, il lui faut, 1 ou 2 occasions, pour marquer. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant et le meilleur d'Amine Gouiri reste encore à venir. Merci, Enzo. Kylian, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe à la chronique sur le podium? Enfin la chronique, la rubrique Moi, podium. ce que je voulais rajouter concernant, Amine Gouiri, c'est que, voilà, il a encore une grosse, grosse marge de progression. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'aspects dans le jeu où il peut encore énormément progresser, notamment au niveau de son jeu de tête. Il peut énormément progresser là-dessus. Donc, je pense vraiment que l'OM peut tirer encore, parti de ce profil-là et de cette qualité-là, parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ce numéro 9 là et ce joueur-là. Parce que tu sens que c'est un joueur vraiment qui est épanoui dans le projet, un joueur qui est totalement épanoui dans le contexte dans lequel il est et je trouve honnêtement aussi qu'on peut l'utiliser aussi dans différentes positions. On l'a vu en tant que numéro 9, il peut aussi jouer derrière l'attaquant, donc on peut vraiment l'utiliser dans différents systèmes de jeu. Donc c'est vraiment un joueur sur lequel l'OM doit s'appuyer sur l'avenir et c'est vraiment un joueur sur lequel, il peut faire de très, très grandes choses, à l'OM s'il continue sur cette lignée-là. En tout cas, lorsque on avait, interviewé, Julien Fournier, l'ancien, directeur général de l'OGC Nice, qu'il a côtoyé, justement là-bas, Julien Fournier disait que c'était, un joueur extrêmement talentueux. Il n'a pas manqué d'être, dithyrambique sur ce joueur. Donc, des gens du milieu, que ce soit Julien Fournier ou pour ne citer, que lui, mais voilà, on en a évoqué plus à juste avant. On parlait de ce joueur et je pense qu'on il faut mesurer en tout cas la chance qu'on a de l'avoir aujourd'hui pour une somme de 20 millions d'euros parce que ça a été une opportunité de marché aussi et je pense que pour, la Ligue des champions, ce sera toujours mieux qu'un Eli Wahi que tu as cité, Kylian.
Je pense que c'est un joueur qui va nous faire gagner du temps aussi parce que n'empêche qu'un attaquant, de ce niveau-là sur le marché, c'est très dur à trouver et je pense que, nombreux sont ceux qui ne pensaient pas que Amine Gouiri était cet homme de la situation et pourtant, j'ai l'impression, qu'il l'est. On va passer les gars au podium. Le podium est-il assuré? Alors, vous allez me répondre soit par oui, soit par non déjà. Parce que, voilà, j'ai envie que ce soit court et précis et ensuite je vais vous demander de développer, mais j'ai envie que vous, viewers aussi, ayez le calendrier sous les yeux parce qu'on assiste à une véritable course à la Ligue des champions, mais c'est le suspense, c'est incroyable. Je sais pas si on a déjà vu ça en Ligue 1. On a Strasbourg qui a 54 points, Nice qui a 54 points, Lyon aussi, Monaco à 55, Lille à 56 et Marseille à 58. Donc Marseille a quand même 4 points d'avance sur le 5e, ce qui serait synonyme de non Ligue des Champions. Enzo, est-ce que tu penses que le podium, pardon, est assuré? Le maintien, oui, mais le podium également. Le maintien quand même. Peut-être, ouais, je pense que quand même c'est assuré, je pense, hein. Et toi, Kylian, alors, pour le podium? Est-ce qu'il est assuré? Non, pour moi OK. non. Alors, moi, je vais dire, j'avais lu un tweet de Samy qui est de cette formidable équipe, MZ, qui, selon lui, si tu gagnes encore un match, donc il nous en reste 3 évidemment, si tu gagnes encore un match, tu vas sur, les 61 et les 61 sont, assez pour, sécuriser au moins la troisième place. Parce qu'on le rappelle, Monaco a 55 et lâche des points. Donc en soi, Lyon est obligé de faire 9 points s'ils veulent faire plus, Lyon, Nice et Strasbourg s'ils veulent faire plus que, 61. Donc c'est bon signe. Déjà une victoire, c'est pas mal. Je pense qu'une victoire sur les 3 matchs, on rappelle qu'on va affronter, Lille parce que le calendrier fait tellement bien les choses qu'on rencontre, notre poursuivant, direct. Ensuite, on va au Havre et ensuite on reçoit, Rennes à la maison. Je pense qu'on peut largement faire 2 victoires et 2 victoires seraient synonyme de 64 points. Le podium serait donc assuré. Il faudrait vraiment un scénario catastrophe, c'est-à-dire 3 défaites ou 2 défaites, un nul, pour que le podium ne soit pas assuré. Mais Kylian, déjà, j'ai envie de t'entendre là-dessus parce que je pense que tu as tes arguments et qui sont, parfaitement audibles et cohérents sur la question parce qu'évidemment dans le foot, tout est possible. Kylian, je t'écoute. Bah, en fait, moi j'ai dit non parce qu'en fait, je vais être, purement mathématique. Pour moi, à partir du moment où mathématiquement c'est encore possible de ne pas être, hors podium, ça veut dire que le podium n'est pas assuré tout simplement. Voilà, il Très reste 3 cartésien, hein, matchs. Kylian. Ouais, beh, pour moi, il reste 3 Tu matchs, 3 matchs, très, très importants, dont, le match contre Lille pour moi qui est quasiment, une balle de match. Donc, voilà, il va falloir, prendre ces 3 derniers matchs, très au sérieux, faire le travail, et si possible, ramener le plus de points possible pour assurer la Ligue des Champions. Mais moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Samy. Je pense que le match de Lille conditionnera, je pense, la fin de saison. Pour moi, une victoire t'assurerait le podium. Pour moi, s'il y a victoire dimanche, on sera en Ligue des Champions. Par contre, s'il y a, une défaite, faudra voir ce qu'ont fait les autres, mais s'il y a une défaite, ça veut dire qu'il restera encore 2 matchs où il va falloir être encore sérieux jusqu'au bout et ne pas se faire peur. Et par contre, s'il venait y avoir match nul, je pense que ça nous sécuriserait au moins la quatrième place, donc au moins les barrages. Mais vous vous doutez bien que la quatrième place, est un peu bourbier, est un peu un cadeau empoisonné. Donc voilà, l'objectif, c'est le podium. Il reste encore 3 matchs. Pour moi, le podium n'est pas encore assuré et il faut absolument, faire le travail sur ces 3 derniers matchs pour se qualifier en Ligue des Champions. Le barrage, comme tu le dis, le dernier souvenir en barrage, c'est Panathinaïkos, donc non merci. Enzo, c'est à toi. Alors moi, j'ai répondu oui à la question. Bien évidemment, rien n'est impossible, jamais dire jamais. Telle est ma philosophie même dans la vie de tous les jours. Mais l'OM, pour ne pas terminer en Ligue des Champions, il faudrait quand même faire extrêmement fort. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'es imposé, qui plus est, tu as soigné le goal average face à Montpellier et Brest, tu t'es mis dans une situation extrêmement favorable pour terminer sur le podium. Dans le sens où, comme tu l'as souligné, il y a cet aspect des 61 points. Donc en gagnant au minimum un match sur les 3, ce qui est, relativement faisable quand même, surtout quand tu vas au Havre et que tu reçois Rennes. Sur Lille, on peut avoir des doutes, mais oui,
Auquel cas, l'OM ne terminerait pas dans les 3 premiers. Pour moi, ce serait une véritable catastrophe. Parce que la place de barragiste, 4e, on sait à quel point c'est compliqué aussi pour les clubs français de passer cet obstacle. Lille l'a fait cette année, mais il me semble que la stat, c'est peut-être 2 équipes sur 8 ou sur 9 qui l'ont fait. Donc, c'est quand même relativement rare. Il y avait Monaco Mmh. et La Lille. dernière fois, ouais, c'était le Monaco qui a été champion, donc pour dire que Exactement. ça remonte quand même. C'est le Ça Monaco qui a remonte été quand même. champion. C'est vraiment une Mmh. place très, très bourbier, mais je pense que oui, l'OM en s'imposant, sur, les 2 derniers rendez-vous, s'est mis, dans les meilleures conditions pour terminer dans les 3. Et il faut pas oublier surtout que Lyon ira à Monaco aussi. Donc, il y aura encore, 2-3 confrontations directes, nous à Lille. Donc oui, oui, je pense que moi, l'OM terminera, dans les 3 premiers sans aucun problème. Ceux qui ont Et le puis plus pour, de chance, c'est Nice, pardon, Kylian, Nice, Reims, Rennes-Nice, Nice-Brest, donc bon, eux, voilà, ça va être carré. Lille rencontre Brest et Reims aussi, donc bon, voilà, tu as parlé évidemment de AS Monaco-Lyon. L'AS Monaco qui rencontre quand même Saint-Étienne à Geoffroy Guichard, Lyon et Lens, à Bollaert. Ça nous Ça rappelle rappelle des des bons souvenirs souvenirs. d'ailleurs, exactement, voilà, exactement mon Enzo j'étais et j'étais j'étais en plus, contre Strasbourg. Donc ah très bon bah, voilà, souvenir. un match qui m'a tiré des larmes, Kylian. Et bah, vas-y, je t'en prie, tu voulais rajouter quelque chose, vas-y. Je voulais rajouter quelque chose, notamment au niveau des 3 derniers matchs. Pour moi, honnêtement, enfin, si on n'est pas capable de battre un Le Havre qui joue son maintien, et un Stade Rennais à la maison qui, va venir clairement en claquette, hein, puisqu'ils seront clairement en vacances. Pour moi, si on n'est pas capable de gagner ces 2 matchs-là, ça veut dire que, la Ligue des Champions, bah, qu'on la méritera pas forcément. Donc, pour moi, il y a pas de raison qu'on finisse hors podium, mais je peux pas certifier que le podium est assuré tant que mathématiquement on n'est pas sûr d'y être. Mais, on va dire qu'il est quand même assuré à 75. Il reste encore les 25 qui sont les 3 derniers matchs. Il va falloir bien gérer ces 3 derniers matchs pour se qualifier. Exactement, parce que comme tu l'as dit, ça conditionne un peu notre projet, ce prochain match, parce que Lille-Marseille, déterminera aussi, beaucoup de choses sur cette fin de saison et pour notre mercato prochain et si vous suivez un peu, Massilia Zone, vous savez que l'effet papillon, c'est hyper important et qu'il faut pas le sous-estimer. Enzo, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Oui, je voulais rajouter une dernière chose, c'est Je l'ai que tu vu. parlais en amont dans ton introduction, quand tu nous as lancé sur ce sujet-là, de la course, absolument, dingue qu'il y a, pour la Ligue des Champions. Mais moi, au-delà de m'enthousiasmer, sur cette course, sur le fait que beaucoup d'équipes, ont, des points ou du moins, c'est resserré quoi. Mmh. C'est surtout dû au niveau, et à la faiblesse, abyssale de la Ligue 1, honnêtement. Parce que si tu as encore, même, un Nice, un Lille, un Strasbourg, un Lyon qui espèrent, terminer dans les 3 premiers, c'est aussi dû, au fait que personne n'a de certitude et que dans cette Ligue 1, tout le monde peut battre tout le monde, hors PSG. Donc, c'est sur ça aussi moi ça m'alerte, dans le sens où je ne prends pas du plaisir à voir, cette course, qui serait totalement folle ou absolument incroyable à la Ligue des Champions. C'est plus dû à l'irrégularité et à la non-constance des équipes, qui la disputent tout simplement. Voilà. Et C'est sûr. pour appuyer un peu le propos de Enzo, enfin, quand tu regardes que le deuxième et ou le troisième de Ligue 1 est à 8 ou 9 défaites, je crois, Exactement. ça veut exactement tout dire. Je crois que j'ai regardé un petit peu, je crois que ça date, du classement, ouais, de ce week-end. Je crois que le cinquième, sixième, le cinquième, sixième, septième ont moins de défaites que le deuxième, troisième, quatrième quand même, il me semble. Je crois que Lyon, Nice et Strasbourg ont perdu 7 fois et Marseille a perdu 8 fois, Monaco a perdu 9 fois et Lille a perdu 8 fois. Donc c'est quand même, ça veut quand même tout dire, quoi. C'est-à-dire que le En tout championnat est quand même, il y a quand même des grosses, grosses carences dans le championnat cette année. Ça, c'est en tout sûr. en tout cas, ces nullards vont réussir à nous offrir une des beaux moments de sport et ça, on les en remercie. Parce que, voilà, ça va être beau. Mais c'est sûr que là, je sais pas si vous connaissez dans South Park quand Cartman dit, «combat d'infirmes», là, c'est vraiment ça. Voilà, Tu as les bonnes références toi, dis donc, hein. merci. Azul à tous les Marseillais. On va parler, du milieu la saison prochaine parce que justement, s'il y a bien un truc qui est conditionné, par les 3 prochains matchs, à venir,
ça va être notre milieu pour la saison prochaine. Est-ce que Bennacer va rester? Bon, apparemment, Milan veut s'en séparer. Je pense que c'est la fin de l'histoire entre Milan et Bennacer et je pense que Bennacer est venu pour rester. Højbjerg, Rabiot sont partis pour rester aussi. Rabiot, quid de Rabiot si jamais il n'y a pas de la Ligue des Champions? Rongier va-t-il partir? Nadir va-t-il être prêté? Pogba va-t-il venir? Aouar va-t-il venir? Ça, c'est les questions qu'on va se poser parce que finalement, on a parlé de la défense, on a parlé de l'attaque, le milieu semble être le secteur le moins problématique, jusqu'ici, mais il y a quand même quelques changements à opérer, un petit peu de bricolage et ça peut être intéressant de voir ça avec vous, ça tout en sachant aussi qu'un 4-2-3-1 pourrait être, remis, sur la table par Roberto De Zerbi. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? On va parler donc 4-2-3-1, c'est-à-dire 2 milieux de terrain. Donc des choix à faire pour De Zerbi et peut-être des joueurs qui vont se dire: «Moi, s'il y a que 2 choix et que je ne suis pas dans ces 2 choix sur la feuille de match, en début de match en tant que titulaire, je ne sais pas si je viens dans le projet». On a parlé de Pogba encore une fois. En tout cas, qui vous allez me dire déjà quelle paire vous allez me faire votre milieu. Je vais commencer, comme ça vous avez le temps. Je pense que vous y avez, réfléchi, mais je vais commencer. Moi, je vais partir sur un milieu, titulaire Rabiot, Bennacer pour la saison prochaine. Mais j'ai du mal à sortir Højbjerg parce qu'on a vu que quand Højbjerg est pas là, même s'il avait, quelques voilà, il a ralenti, on est d'accord, hein, je vois vos têtes, vos réactions, on est d'accord qu'il a ralenti un peu. Mais tu vois que quand il est revenu ou même quand il était présent contre Monaco en première mi-temps, c'était quand même je pense que c'est un bon régulateur de jeu au milieu de terrain. Je pense qu'il a une vraie intelligence de jeu qui nous fait du bien. Donc c'est pour ça que je me torture l'esprit et en plus, si tu rajoutes Pogba, tu es obligé de mettre soit Bennacer, soit Rabiot sur le banc. Roberto De Zerbi va devoir, perdre, certains cheveux. Moi, en tout cas, c'est ces 4 là que je vais prendre, mais à mon avis, il va f à mon Pogba va pas vouloir, revenir dans une situation où il va être concurrencé par des joueurs aussi forts, donc je pense qu'on va rester sur du Nadir. Moi, c'est comme ça que je le vois dans la réalité. Après, tu peux Nadir, peut-être aussi jouer à Højbjerg, tu peux peut-être aussi jouer à 3 au milieu, hein. C'est une possibilité de passer en 4-3-3, hein. effectivement, mais en tout cas, dans le C'est une 4-2-3-1, possibilité après. mmh, Après, si on mais reste en mais 4-2-3-1, allez-y. oui. Allez-y les gars, je t'en prie, Kylian, oui, en tout cas, par contre, si tu restes à 3, effectivement, ça, c'est une possibilité que Pogba vienne. Ça, il y a effectivement, pas de souci, mais encore une fois, tu mets un joueur, de la trempe d'Højbjerg ou de Bennacer sur le banc. Mais Kylian, vas-y, est-ce que tu qui est-ce que tu prendrais? Qui est-ce que tu gardes, pour composer ton milieu de terrain pour la saison prochaine? Bah, c'est vrai que le milieu de terrain, on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que c'est quand même un petit casse-tête par rapport à la saison prochaine parce que, tu as quand même, déjà pour moi, Rabiot pour moi qui est indispensable. Pour moi, Rabiot la saison prochaine, surtout en cas de qualification Ligue des Champions, pour moi, c'est le premier nom que je mets sur la feuille de match, pour commencer. Maintenant pour l'accompagner, je partirais quand même sur, Højbjerg par rapport à Benacer, parce que Højbjerg, même si sa fin de saison a été un petit peu moins bien que son début de saison qui a été étincelant, je trouve que sa présence sur le terrain, rassure énormément ses coéquipiers de par rien que sa présence, en fait. Je trouve que c'est un leader, c'est quelqu'un qui insuffle quelque chose, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose et je pense que c'est un joueur qui est très, très important pour le collectif et on l'a vu, hein, il y a eu des matchs où il était pas là, que c'était un petit peu moins bien au milieu, qu'on a pris un petit peu l'eau. Donc moi je trouve quand même que Højbjerg reste quand même un joueur quand même important dans le dispositif de Roberto De Zerbi et que c'est compliqué de l'enlever pour mettre, un autre joueur. Après, moi, je pense que s'il venait y avoir qualification Ligue des Champions, je pense que dans les matchs où on aura moins la possession du ballon, moins l'emprise sur le match, je pense que ce serait intéressant de repasser à 3 au milieu pour densifier un petit peu le milieu, pour rajouter un petit peu de la présence au milieu, notamment de la présence physique. Et je pense que ce serait intéressant notamment de, pourquoi pas, repasser dans un système en 4-3-3 notamment avec 3 milieux de terrain. Mais dans des matchs où on aura un petit peu plus la volonté d'attaquer, la volonté de se porter vers l'avant, et la volonté vraiment de d'asseoir notre domination sur le match, repasser en 4-2-3-1 serait intéressant. Mais ouais, s'il faut choisir une paire au milieu de terrain, je pense que je partirais sur Rabiot Højbjerg. Rabiot parce que pour moi, moi, c'est le premier joueur que je coche sur la feuille de match, sans hésiter. Et Højbjerg parce que pour moi, sa présence et son leadership est très, très important pour ce groupe.
et on l'a vu cette saison donc pour moi sauter Højbjerg du 11 c'est très, très compliqué quand on voit surtout les matchs sans lui, ce que ça a donné donc ça prouve quand même son importance dans le groupe et dans le collectif. Enzo, Oui, alors, pour, passer après, cette brillantissime intervention de Kylian, moi je pense que Roberto De Zerbi, repassera à 3 au milieu de terrain dans un 4-3-3 qui lui est propre. Il a très souvent utilisé ce système en carrière et évidemment, en quel cas, ce sera ce système, de jeu qui sera utilisé, je verrai, tout logiquement un milieu composé de Rabiot, Højbjerg et Bennacer. Parce que justement, comme, l'a dit Kylian, Rabiot est évidemment indispensable, dans ce secteur, tant pour son intelligence de jeu que l'impact pardon, qu'il met au milieu de terrain et aussi le fait qu'il se projette quand même, énormément et qu'il apporte offensivement. Donc, certes, je le préfère quand même dans un rôle un petit peu plus reculé au milieu de terrain, Rabiot, pas forcément sur le côté, mais au milieu, il peut montrer toute l'étendue de son talent, qui est le sien. Donc c'est vraiment intéressant. Après, concernant Højbjerg, même si actuellement je le trouve quand même moins performant, il est beaucoup moins tranchant, notamment par sa qualité de passe. En début de saison, je l'avais vu faire des passes qui cassaient des lignes. Il apportait aussi dans ce secteur de jeu. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Il a tendance à le ralentir. Même, dans les transmissions, il y a quand même pas mal de déchets, à l'image, de sa paire avec Rongier, qui pour moi sur les derniers matchs, pose quand même, des questions et des interrogations. Après concernant Bennacer, comme je l'ai dit et répété, on verra le meilleur de lui-même la saison prochaine. C'est un joueur qui a connu 2 grosses blessures, une de 7 mois, une de 4, qui n'est pas totalement à 100 physiquement, loin de là, qui n'a aucune préparation physique quand il est venu, cet hiver. Donc, avec une préparation, dans les meilleures conditions, Bennacer sera performant. Mais malgré tout, moi, sur ses dernières entrées, je l'ai quand même trouvé, performant. J'ai quand même, vu des choses qu'il il a y a eu apportées, certaines passes, notamment sympas, par ouais. sa qualité de Ah, passe. ça passe contre Exactement, Montpellier, tout à ça passe fait, contre Montpellier, exactement. pour le but de Rabiot, hein, le 5e but. Exactement. D'ailleurs, je débattais avec, des personnes, sur, un space qui me disaient que sa passe n'était pas non plus, très compliquée à réaliser ou autre. Moi, je suis pas d'accord. Il faut quand même, est-ce que sur le match, Højbjerg et Rongier auraient été capables de la faire? Je ne pense pas. Oui, ils sont capables en tant que joueurs de football de la faire, mais sur le match, ils ne l'ont pas fait. Alors que Bennacer, justement, il apporte ce côté créatif et justement, il fait parfaitement le lien entre la défense et l'attaque. Donc on a un petit peu les prémices du joueur que peut être Bennacer la saison prochaine. Donc moi, évidemment, je ne le sortirai pas du 11 et je passerai, vraiment à 3 au milieu de terrain pour, justement apporter cette densité-là et avec Bennacer, ce rôle un petit peu plus, de créateur et d'intermédiaire entre la défense et l'attaque. Est-ce que Benacer, selon toi, apporte ce que Pierre-Emile Højbjerg est capable de faire, défensivement? C'est-à-dire en métronome au milieu, en interceptant, en réceptionnant des passes et cetera. Tu penses qu'il en est capable? Je pense que oui, personnellement, c'est pas une question pour te mettre dans la sauce ou quoi, mais Non, justement, je pense qu'il est il mais est il est capable, oui. non, non, mais j'allais te répondre à ça. Justement, Bennacer, l'a déjà fait, que ce soit Mmh. au Milan, quand il était, à son meilleur niveau ou même, en sélection algérienne. Mais là, encore une fois, en fait, le problème, c'est que Bennacer, de toute manière, moi, même quand j'ai su qu'il venait à l'OM, il y en avait Mmh. beaucoup qui étaient, dithyrambiques et à juste titre, mais je les ai prévenus: «Les gars, vous allez pas avoir le Bennacer à 100 du Milan qui va vraiment, marquer de son empreinte toutes les rencontres, qui, va être exceptionnel à chaque match. Non, il n'est pas au top physiquement, il n'est pas encore prêt, mais il y a quand même certaines de ses rentrées, on a vu, encore une fois les prémices que peut être, ce joueur. Donc, avec une vraie préparation, avec un entraîneur comme De Zerbi, où il est justement venu pour lui, c'est ce qu'il a dit. Faut savoir que c'est une info que j'aime, mais il a quand même refusé, elle est peut-être sortie, 50 millions d'euros sur 3 ans pour aller en Arabie Saoudite, ce qui est absolument Ah oui. énorme. Mmh. Donc, lui voulait venir à l'OM et c'est tout simplement, de base un magnifique joueur de football. Donc patience avec Bennacer, comme je peux le dire, patience aussi finalement avec De Zerbi, patientons et tout ira bien. Je patienterai, Enzo. Et surtout et surtout pour, appuyer, ce qu'a dit Enzo, ce qui est très, très intéressant, c'est que, voilà, c'est un joueur pour moi de niveau Ligue des Champions. Enfin,
On a vu ce qu'il a fait avec le Milan, notamment lors de la campagne du Milan AC en Champions League il y a 2 ans quand ils vont jusqu'en demi-finale. Voilà, c'est un joueur que quand il est à son top niveau, c'est juste très, très fort et on se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir un joueur comme ça au club. Parce que voilà, c'est un milieu de terrain de très, très haut niveau et moi aussi, comme a dit Enzo et je suis totalement d'accord avec lui, moi je m'attendais également à ce que physiquement il tire un petit peu parce que voilà, il s'est blessé, il a eu des grosses blessures, physiquement il était pas au top. Mais même sur le petit échantillon qu'il a joué déjà au club, il y a quand même de quoi voir quand même, le potentiel et le talent qu'il a. Moi, je me rappelle son premier match, à Angers notamment, où il est très, très fort, où il perd absolument pas un ballon. Enfin voilà, ça c'est le Benacer qu'on risque de voir la saison prochaine avec une grosse préparation. Donc, voilà, pour moi, il faut patienter, mais pour moi, je me fais vraiment aucun souci pour lui et moi, pour moi, il sera titulaire la saison prochaine et honnêtement, il y aura pas de doute, par rapport à ça. Après, si je peux juste rajouter une dernière chose, c'est Ouais. que comme l'a souligné, Kylian justement, en fait, à Angers, on a vu, l'étendue du joueur qui est Bennacer. C'est-à-dire qu'il touchait énormément de ballons, il était partout, il multipliait les courses, il récupérait énormément, il te faisait justement cette transition entre la défense et l'attaque, te cassait des lignes par la passe et justement, il paye peut-être finalement, le contre-coup physique de ce premier match ou même, de ses précédentes, rencontres. Parce qu'il ne faut pas oublier, voilà, qu'il est arrivé blessé aussi et que pour lui, c'est compliqué physiquement, donc patientons et moi, ce que je trouverais, pertinent finalement, c'est qu'en fait, pour moi, dans le milieu de terrain, ce n'est pas forcément un problème, de titulaire. Mais je trouverais ça, cohérent de prendre plus des joueurs qui pourraient potentiellement rentrer dans la rotation. Donc à l'image d'un Nadir, par exemple, qu'on a déjà au Mmh. club ou peut-être prendre des joueurs intrinsèquement en dessous de ceux qui sont, Rabiot, Højbjerg, Bennacer, mais qui pourraient justement, sur une saison où tu risques d'avoir, la Ligue des champions ou au minimum une coupe d'Europe, donc ce serait peut-être potentiellement, une cinquantaine de matchs, voire plus, donc tu auras besoin d'une rotation au milieu de terrain. Après, va savoir si Rongier va rester, va accepter, finalement, d'être relégué dans un rôle, de seconde zone comme il a l'habitude, mais je pense, actuellement que la tendance vis-à-vis de ses propos et cetera, serait peut-être plus un départ. Ce n'est pas une information, c'est un ressenti. Peut-être que je peux me tromper, mais voilà, auquel cas Mmh. Rongier part, faudrait recruter notamment, des joueurs, pour, rentrer dans la rotation. OK. Les gars, sur cette question du milieu de terrain, moi, je vais pas vous demander, on en fera peut-être, sûrement sûrement, c'est absolument contradictoire, mais on en fera sûrement une vidéo, sur, quel milieu recruter. On va attendre la fin de saison, mais on va se régaler à vous faire, des petits formats comme ça, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi pour nous suivre. Enzo va nous dire, tout le bien qu'il pense du recrutement de Pogba à l'OM cet été. Mais d'abord, tu vas nous faire ta chronique, mon petit Enzo, sur les trophées UNFP. Je crois que tu as été un peu irrité par, l'absence d'un certain Roberto De Zerbi dans la liste des nominés pour le meilleur entraîneur de Ligue 1 de la saison 2024-2025. Je te laisse le micro. Effectivement, Tino, moi, du coup, j'ai choisi de consacrer cette chronique à une absence, qui, on va dire, m'interpelle, celle de Roberto De Zerbi, parmi les 5 nommés pour le meilleur titre, entraîneur de la Ligue 1. Non pas forcément par pure admiration, pour le jeu de son équipe, trop souvent, comme je l'ai répété sur cette chaîne, stérile, peu enthousiasmant, voire même agaçant par moments, mais par un souci de cohérence. Parce que justement, si tu observes les techniciens qui sont retenus dans cette liste, donc tu as 2 noms qui s'imposent, Est-ce que tu peux nous sans les aucune citer? discussion. Justement, Luis Enrique les 5. Oui. Alors tu as Luis Enrique, Liam Rossignol, Éric Roy, Bruno Genesio et Adi Hütter. Bruno Genesio et Adi Hütter. Voilà. Donc justement, si tu observes les techniciens retenus, il y a 2 noms qui s'imposent dans cette liste pour moi sans discussion, donc Luis Enrique et Liam Rossignol. Le PSG et Strasbourg qui ont quand même, il faut le reconnaître, été et de loin pour moi les 2 équipes, les plus agréables à voir cette saison. 2 collectifs qui sont quand même, très flamboyants, bâtis justement autour, d'une ligne directrice claire et ambitieuse, d'après moi, portés justement par un travail, en profondeur qui est remarquable. En revanche, j'ai quand même plus de mal avec les 3 autres choix. Éric Roy, d'abord, qui certes a brillé, en Ligue des champions, d'accord? Qui a géré cette campagne européenne avec brio,
Mais si l'on juge uniquement la saison en championnat, le bilan est mitigé. C'est le moins qu'on puisse dire. Brest, certes, a montré, quelques intentions de jeu, mais l'ensemble reste quand même assez moyen. Moi, personnellement, j'aurais plus vu, un Christophe Pélissier dans cette liste qui aurait, d'après moi, aurait mérité justement d'être récompensé de par sa saison très cohérente qu'il propose, avec Auxerre et justement, nous, on l'a appris à nos dépens. Score cumulé 6-1 face à Auxerre sur la double confrontation et ce, il faut le rappeler, avec le 15e budget de Ligue 1 et justement, après pour, revenir à Bruno Genesio et à Di Hutter, honnêtement, c'est difficile pour moi de comprendre, leur présence et l'absence de Roberto De Zerbi. À la limite, pour Genesio, c'est quand même plus compréhensible parce qu'on peut évoquer une première de partie de saison qui était quand même assez flamboyante, notamment dans le jeu. Une série d'invincibilité aussi, qui est quand même impressionnante. À un moment donné, il a fait 21 matchs, toutes compétitions confondues sans perdre, dont 14 en Ligue 1. Même si le fond de jeu, force est de le constater, c'est quand même délité ces derniers temps. Mais le cas Adi Hutter reste quand même toutefois incompréhensible. Imaginez-vous, l'OM termine deuxième devant Monaco. Comment expliquer, du coup, ce choix et la non-présence de Roberto De Zerbi? Parce qu'il ne faut pas oublier que Monaco possède quand même, un très bel effectif, mais ça reste une équipe inconstante et irrégulière, qui est quand même rarement impressionnante dans le jeu d'après moi. L'OM, malgré tout ce qu'on peut dire sur ce collectif, affiche tout de même la moyenne de buts la plus élevée depuis 70-71, il me semble, donc l'époque des Scoblar, et cetera, avec une moyenne justement de 2,10 buts inscrits par match. Et aussi De Zerbi, qui est quand même arrivé cette saison, qui découvre son effectif et la Ligue 1, alors qu'Adi Hutter, lui, est là depuis 2023 et a 66 matchs à son actif, 2 fois plus que l'entraîneur italien qui en a 33. Donc justement, pour conclure cette chronique, l'OM qui a davantage marqué, qui pour moi aussi, par séquence, a pu pardon, nous offrir plus de spectacles que Monaco et qui semble quand même, malgré toutes les incertitudes qu'on peut avoir, en avance sur le projet. Donc dans ces conditions, l'absence de Roberto De Zerbi, m'interpelle, logiquement. Non pas parce qu'il aurait mérité un trophée, mais parce qu'il aurait pu, d'après moi, légitimement faire partie de la discussion aux dépens, d'un Adi Hutter. Voilà. Moi, je trouve qu'on se fout de notre gueule. Merci Enzo. Tu as très bien résumé. Moi, j'ai envie de dire qu'on se fout un peu de notre gueule parce que Roberto De Zerbi est resté, comme tu l'as dit, avec l'OM, sur la deuxième marche du podium pendant, 4 mois. On le rappelle, du 29 novembre à début avril, en tout cas quand on l'a perdu aux dépens au profit, pardon, Je de je vais Monaco. même je vais même Heu, je vais même rajouter un truc, on a été sur le podium durant toutes les journées de championnat, sauf la deuxième journée. Voilà, ouais, vous voilà. enlevez la deuxième journée, sinon de la première jusqu'à la 31e, ouais, Mmh. voilà, donc à part la deuxième journée, on a été sur le podium toutes les journées de Ligue 1. C'est Donc voilà. pour moi, c'est du foutage de gueule. Tu raison de le souligner, Kylian, parce que même à l'extérieur, Marseille est 2e, donc aller, faire des résultats à l'extérieur, faut quand même le faire. Ça, c'est un argument parmi tant d'autres, mais il y a aussi le fait que De Zerbi a quand même eu des difficultés sur la saison, il a un bon effectif, on est d'accord, mais il a su se remettre en question. L'OM s'est quand même exposé. Je comprends pas, qui a fait les choix, qu'est-ce qui a influencé, les gens, enfin ces décideurs-là en tout cas, de Qui? prendre qui? Qui qui a pris ces décisions? Non mais moi je trouve ça, bizarre. Kylian? Non, moi honnêtement pour rebondir sur ce qu'a dit Enzo et c'est ce qui est c'est très, très intéressant ce qu'il a dit. Moi c'est vraiment le choix, Adi Hutter moi qui me révolte complètement. Parce qu'en vrai Éric Roy, je vais pas comparer, Éric Roy avec Roberto De Zerbi, c'est pas les mêmes moyens, pas les mêmes effectifs, voilà, y a pas de souci. Mais ce que fait Adi Hutter à Monaco, je trouve honnêtement que moi j'ai jamais trouvé Monaco si enthousiasmant à regarder jouer. Même la saison dernière où il termine deuxième. Pour moi, j'ai pas trouvé ça si enthousiasmant à regarder. Moi, je trouve plus qu'Adi Hutter sous-performe énormément avec le collectif qu'il a, avec le groupe qu'il a. Moi, je trouve que par exemple, notamment en défense et même au milieu de terrain, ils ont quasiment un meilleur effectif que nous en soi. Quand tu regardes ce qu'ils ont en défense, même au milieu en attaque, ils ont de quoi faire. Et honnêtement, je trouve honnêtement que Monaco est très très irrégulier.
ça sous-performe énormément. Pour moi, Monaco aurait dû finir 2e très largement, voire même pourquoi pas essayer d'aller titiller le PSG, ils ne l'ont pas fait et en plus de ça, ils ont perdu énormément de points contre des équipes, dites, faibles. Ils ont perdu des points contre Le Havre, ils sont même allés perdre à Montpellier, il me semble. À Ils ont réussi Montpellier. à l'exploit à perdre de perdre à Montpellier. Enfin, moi, c'est vraiment la présence d'Adi Hutter qui vraiment qui m'interpelle totalement. Pour moi, il n'a strictement rien à faire là et en plus de ça, non seulement il n'a rien à faire là, mais en plus de ça, hem, je trouve honnêtement que ouais, que cette équipe de Monaco n'a pas été si extraordinaire que ça. Il y a pas de justificatif ou d'argument à dire que Hutter a fait une meilleure saison que De Zerbi. Enfin, je l'ai Complètement. dit, pour moi, De Zerbi a été sur le podium toute la saison et 2e pendant très très longtemps. Il y a eu un record de buts marqués sur une saison depuis les années 70. Il y a eu des records de victoires à l'extérieur à un moment donné. Là, à domicile, depuis le début de l'année 2025, tu n'as perdu qu'une seule fois et c'était contre Lens. Enfin, pour moi, je suis désolé, mais il y a beaucoup d'arguments qui prouvent quand même que De Zerbi est quand même dans les 5 meilleurs coachs de la saison. Enfin, pour moi, c'est juste très, très, très bizarre qu'il ne soit pas dans les 5. Ouais, franchement, entre la chronique d'Enzo et la double chronique, de Kylian, enfin la chronique, supplémentaire, hein, franchement, vous avez tout dit. Moi, je trouve ça un Mais peu c incohérent. Bon après il y a pas de joueur, nominé, en tout cas à l'OM, il y a que Rouli qui est nominé pour, les gardiens. Sinon, dans les autres listes, il y a personne d'autre de l'OM. Bon, Bah, c'est on peut pareil sur ça. comprendre. Greenwood, malgré tout ce qu'on peut dire sur lui, qu'il soit Mmh. nonchalant, qu'il ait parfois pas envie de jouer au football, je suis désolé, mais là, actuellement, je pense qu'il a 20 buts Greenwood, Ouais, corrigez-moi si 18. ouais 18, 18 bon, ou il va 19? atteindre la Ah non, 18 parce qu'on lui a retiré le but, contre on Brest, lui a lui. retiré exactement, On l'a tout à fait, accordé tout à à fait. Chardonnay. Voilà, exactement. Donc Donc il il est en à a 18 18. buts, il va sans doute atteindre, pardon, les 20. Donc normalement, 20 buts en Ligue 1, tu dois au minimum concourir à ce trophée-là. Voilà. Donc le fait qu'il y soit pas, moi je suis pas forcément, dithyrambique sur, sa saison à l'Olympique de Marseille, qui pour moi, encore une fois, marquera ouais, les esprits plus par les stats que par, vraiment, le football, même bah, s'il est voilà, c'est encore une ça. fois capable de coups d'éclat. Mais honnêtement, il doit y être. Tu penses? Moi 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 franchement, je pense concernant pas. Moi, concernant Greenwood, en fait, je suis pas si scandalisé que ça de sa non-présence dans la liste des meilleurs joueurs. Parce qu'en fait, au-delà des stats, oui, je trouve en fait que dans sa saison, il a eu en fait trop de moments de creux et trop peu de moments marquants, de matchs marquants en fait avec l'Olympique de Marseille, notamment contre les gros pour se permettre d'être dans la liste avec ces joueurs-là, avec les Cherki, avec les Dembélé, avec ces joueurs-là. Pour moi, je trouve en fait que sa saison a été un petit peu trop linéaire en fait. Il a marqué des buts, très bien, il a été décisif, ça on peut pas lui enlever. Les stats parlent pour lui. Mais je trouve que dans sa saison, il a été un petit peu trop linéaire, parfois même limite un peu soporifique, parce qu'il y a eu des matchs qu'il a sortis où vraiment il avait un niveau de jeu très soporifique. Et je trouve que c'est ce qui l'a un petit peu tué dans cette course pour le titre de meilleur joueur. Parce qu'il a vraiment été brutal, très brutal sur le début de saison. Août-septembre, il était très brutal, il marquait des buts, il était vraiment très décisif et très très impactant dans le jeu. Et plus la saison avançait, plus le feu de paille s'est un peu tassé et il a été un peu plus linéaire, un peu plus soporifique, il a continué à marquer. Mais ça a été un peu plat. Donc c'est pour ça, en fait, pour moi, qui n'est pas dans la liste, contrairement à d'autres joueurs comme Cherki ou Dembélé qui ont eu des moments forts et des moments qui ont marqué. Et Greenwood, un peu moins. Voilà pourquoi je ne ferai pas un scandale sur la non-présence de Greenwood dans cette liste-là. Même si pour moi, il aurait pu y Oui, être, hein. Honnêtement, quand tu regardes ses stats, il aurait pu y mais être. voilà, mais pour répondre à Kylian justement, en fait, au-delà des stats, certes, c'est vrai, c'est pas non plus un scandale qu'il y soit pas, même si à titre personnel, moi personnellement, je l'aurais mis, voilà. Mais c'est non pas pour une question de clubisme ou autre, parce que vous savez à quel point, ça me répugne et que je ne suis pas absolument de ce bord-là. Mais par contre, force est de constater que Ousmane Dembélé, j'entends nuit et jour qu'il réalise la saison de sa vie, il a le droit au bout d'un moment, une fois en 8 ans,
c'est quand même pas mal. Donc c'est un joueur à titre personnel que de base, je n'apprécie pas du tout. Donc je vais être objectif, même si cette saison, il est exceptionnel, force est de le constater, sous Luis Enrique. Il est vraiment l'élément clé de l'attaque du technicien espagnol. Mais par contre, finalement, Dembélé, qui fait la saison de sa vie, a seulement 3 réalisations de plus qu'un Mason Greenwood qui est sur tout le long de la saison en demi-teinte. Donc Mmh. finalement, à partir de ce moment-là, je pense que tout est dit. Non pas forcément par rapport juste à cet aspect statistique, mais imaginons Greenwood évoluerait au PSG. Tu penses qu'il ne les aurait pas, ces stats? Bien évidemment que si. Je pense même qu'elles seraient plus élevées. Donc oui, il a été parfois inconstant, nonchalant, irrégulier, mais je déteste en plus parler comme ça. Le football n'est pas un tableau Excel où Mmh. on prend des stats et on débat dessus. Non, mais quand même, sa deuxième période face à Lyon est absolument exceptionnelle. Il y a quand même moments marquants, quelques-uns de la saison de Greenwood. Donc, faut pas en fait se laisser avoir sur le fait que c'est un joueur qui est capable de plus. Bien évidemment que lorsqu'on connaît son talent et sa qualité technique, il peut faire bien mieux. Mais sur une saison comme ça de Ligue 1, personnellement, à titre personnel, oui, j'aurais aimé, je l'aurais plus vu dans les 5. Oui. En tout cas, vos 2 discours, s'entendent les gars. On a je me suis régalé. On va passer à la dernière, Je rubrique. veux juste, Ah, vas-y. je veux juste ajouter un petit truc concernant Rully, qui a été nominé pour le titre de meilleur gardien. En fait, Rully, le souci, c'est que moi, je pense qu'à titre personnel, il mériterait ce trophée de meilleur gardien de Ligue 1, mais j'ai bien peur que le fait qu'il ait été complètement abandonné par sa défense, notamment sur la seconde partie de saison, il joue beaucoup dans ce trophée et j'ai un petit peu peur que ça lui porte préjudice. Parce que vu les claques qu'on a pris, sur les derniers matchs, notamment à Reims, à Monaco ou à Auxerre, le nombre de buts qu'on a pris, parce qu'on prend beaucoup de buts, même contre des équipes comme Montpellier ou Brest, on n'arrive pas à faire un clean sheet à la maison. Donc le fait de prendre autant de buts comme ça, je pense que ça va y jouer. Et c'est dommage parce que quand on regarde, pour moi, en termes de points gagnés par match, j'ai bien la sensation que c'est le meilleur gardien du championnat, hein. Quand on regarde le nombre de points qu'il nous a fait gagner, notamment au début de saison, le nombre de pénaltys arrêtés, le nombre d'arrêts décisifs, je pense que la deuxième place, il est dans les 3, 4 joueurs qui ont été les plus décisifs sur la saison. Mais malheureusement, le fait qu'il ait été complètement abandonné par sa défense fait que je ne pense pas qu'il puisse prétendre à gagner ce titre, Alors malheureusement pour lui. justement, Une moi, dernière Viviane, chose, j'ai envie de vous parler, 5 balles qui va la gagner, Rouli. parions. Pareil. Ah, j'espère pour lui, ça me ferait énormément plaisir, parce que franchement, j'espère pour lui, mais j'ai un peu peur en fait que notre défense très 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 faible et le nombre de buts qu'on a encaissé cette année soit un argument qui ne soit pas en sa faveur malheureusement. Enzo. Oui, juste une dernière chose pour clore le sujet, parce que je sais qu'après, tu es pris par le temps, il faut qu'on passe à autre chose. Mais juste, Kylian a rappelé quelque chose et qui explique peut-être et certainement la non-présence de Zerbi dans les nommés. C'est-à-dire que le fait de s'être fait corriger à Auxerre, contre Reims et à Monaco, je pense que ça a joué et ça a été l'élément clé de sa non-présence, je pense. Ça s'entend. Un point par là. Non, mais en vrai, il y a moyen. Il y a moyen, j'ai envie de te dire. Non, mais je suis d'accord. Les gars, on va passer à la dernière chronique parce qu'effectivement, après, on fait la preview de LOSC OM parce qu'on charbonne tard. Non, la dernière chronique, c'est une chronique qui est plus sympa, je l'ai dit, c'est plus léger. On va se régaler. Moi, je connais ton œuf, Kylian. Je connais pas ton œuf, Enzo. Kylian, est-ce que tu veux commencer? Moi, je vais finir. Comme ça, j'enchaînerai direct avec l'autre. Mais je suis curieux d'entendre, parce que c'est quand même quelque chose de sentimental. Notre neuf préféré à l'OM, c'est le Et mec je pense qui qu'on a nous le a même mis. en plus avec Kylian. Ah bon? Oui. Je sais pas, moi en tout cas, bah, j'avais dit un petit peu avant qu'on tourne l'émission, mais ouais, moi mon neuf préféré all time en tout cas à l'OM, en tout cas pour moi c'est Mamadou Niang. Mamadou Niang parce qu'en fait pour moi
c'est le début de mon amour pour le club, de mon amour pour l'OM. Pour moi, c'est le joueur qui m'a fait aimer l'OM, c'est le joueur qui m'a fait aimer le club. Et voilà, ça a été mes premiers souvenirs de foot, c'était Mamadou Niang. D'ailleurs, le premier maillot de foot que j'ai eu, bah, c'était le maillot de l'OM avec Mamadou Niang derrière. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment un de mes joueurs préférés étant tout petit. Et voilà, et ça me rappelle plein de souvenirs, mes premiers matchs de foot à la télé, le titre de 2010, les buts qu'il marquait. Puis même au-delà de ça, le niveau de jeu qu'il affichait, enfin, il était juste impressionnant. Il était rapide, il était technique, il était super bon finisseur, super bon buteur. Enfin voilà, pour moi, c'est le 9 en tout cas qui m'a vraiment, vraiment marqué à l'OM. J'ai hésité avec Gignac, j'hésite entre les deux, mais le cœur a vraiment parlé et pour moi, c'est Mamadou Niang. Enzo, en fait, ce qui est génial avec Nyang, c'est que tu vas chercher à Strasbourg pas si cher. Et le mec, il se révèle avoir un niveau Ligue des Champions. Le mec te fait des dingueries et Et puis 100 buts à en plus, l'OM quand même, c'est pas rien. bah 100 ouais, buts en 100 buts carrière à à l'OM l'OM, en 227 matchs, c'est quand c'est même bien. génial. Mais ah, l'histoire elle est c'est belle pas parce qu'au rien. final, 100 buts à l'OM, c'est un truc de fou. il s'est prend du club, il s'est prend la région, voilà, il reste ensuite à Marseille Consola. Il finit sa carrière là-bas, il finit sa carrière à Arles-Avignon aussi. Il reste dans la région alors que c'est un mec du Nord. L'histoire elle est géniale. En plus, ça représente un Et peu, même à la la fin de sa relation entre le Sénégal et l'OM, c'est génial. Et même à la fin de sa carrière, hein, il continue à aller au stade, enfin quasiment tous les week-ends il est au stade. Enfin voilà, tu sens que c'est un joueur qui a été tamponné au OM et qui est tombé littéralement amoureux du club. Et au-delà de ça, ça a été peut-être la dernière figure, on va dire, d'un OM qui a remporté des titres aussi, hein. Donc voilà, c'est pour ça que ça marque aussi. Donc moi ça reste Mamadou Niang pour moi en tout cas. En tout cas, moi, ça me donne envie de chialer ce que tu me dis, Kylian. Enzo, vas-y, je t'en prie, Juste c'est à pour, toi. On a déjà dit pas mal de oui, trucs voilà, sur Niang, finalement, finalement. juste pour, préciser, hein, des fois je souris, c'est non pas par, par pure, pour, Moquerie. provocation ou quoi, mais c'est juste les grimaces de Tino qui me font marrer, voilà. Donc pour, revenir sur ce que Kylian a dit, bah, je vais pas être, finalement, innovateur ou autre, mais j'ai le même. Effectivement, moi, celui qui m'a le plus marqué à l'OM, c'est Mamadou Niang. Dans le sens où je pense que, selon moi, quand je pense à Niang, je pense instinctivement aux matchs, de Ligue des Champions diffusés sur TF1. Je pense, quand j'étais en cours préparatoire, que j'avais le droit de regarder uniquement la première mi-temps, que j'allais dans mon lit et que j'essayais de me lever et d'être comme ça, par la porte, du salon et de regarder, la suite du match. On a tous Voilà, la même vie, donc putain. Ouais. finalement, ce serait inutile de vous dire, Skoblar, Waddle, des joueurs que je n'ai jamais vus jouer ou fouler un terrain de football. Oui, bien évidemment que, j'ai, regardé des rediffusions de ces joueurs qui sont absolument exceptionnels et qui ont marqué l'histoire du club. Mais par contre, Niang, voilà, c'est typiquement le joueur qui m'a fait rêver. Il est resté 5 saisons à l'OM de par, ses qualités, athlétiques et de percussion absolument exceptionnelles. Techniquement, c'est un joueur qui est quand même, d'un haut niveau et Niang, voilà, c'est l'époque, Pape Diouf, c'est l'époque, Éric Guéret et c'est une époque, voilà, qui m'a marqué personnellement. Donc c'est un joueur, absolument, incroyable pour, lequel, j'ai supporté l'OM d'ailleurs, hein, parce que moi ça de base je suis vers Lyon, donc je suis un peu considéré comme un traître, hein, voilà, faut pas l'oublier. Mais, je supporte l'OM depuis mon plus jeune âge et voilà, Niang a fait partie, de cette histoire personnelle. Donc, oui, oui, je suis obligé, de choisir Niang, même si voilà, Gignac, de par, l'époque et sa saison exceptionnelle sous Marcelo Bielsa, m'a aussi, personnellement marqué. Mais voilà, Niang, c'est la constance, c'est la régularité, c'est l'amour pour l'OM, c'est une époque révolue pour moi du football. Donc oui, j'étais obligé de dire Niang. Puis Ah, quand ça marque, l'enfance, Puis la sortie des gestes de classe, hein. ça Moi, marque Ah direct un oui, homme, hein. je me rappelle encore d'un match de Ligue des Champions contre l'AC Milan où il te sort une tanolade là pour éliminer, je crois, Thiago Silva et un autre défenseur. Enfin, il a sorti des gestes. Son but contre Montpellier aussi, où il dribble trois quatre joueurs et après derrière il frappe croisé. Enfin, non, c'était un joueur exceptionnel, franchement. Et moi, c'est clairement le joueur de mon enfance, hein. Sincèrement,
Il a vraiment fait rêver mes yeux d'enfant et il a vraiment pour moi lancé vraiment mon amour pour le club en tout cas. C'est beau ce que vous dites les gars, je sais pas comment passer après vous parce que, bah, après Enzo dire cours préparatoire au lieu de CP, je sais pas, Il tu a vois? retenu qu'une seule mon intervention, Là, c'est je dur, sais hein. pas. Son niveau absolument Non, catastrophique parce que d'intelligence. il y a Ki il y a Kylian qui a dit tanolade aussi, hein, quand même. Celle-là, je la note aussi, mais voilà, la fameuse tanolade. Les gars, moi, je vais conclure, il y en a un que vous avez cité aussi, c'est, bah, André Pierre, voilà, faut le dire. André Pierre, les gars, qui nous arrive de Toulouse. Le mec, il est né à Martigues, c'est un enfant de la région. Heu, il a joué à Fos-sur-Mer aussi, donc il connaît très bien l'OM. Il est à Toulouse, il s'est expatrié à Lorient. Il fait une saison avec Toulouse monstrueuse, 2008, 2009, il met 24 buts. Ensuite, il refait une saison, un peu décevante parce qu'il reste à Toulouse, il est un peu blessé, mais finalement, il vient à l'OM pour 16 millions et il vient en surpoids, Comment? 2010-2011, chez Didier Deschamps. 2011 non, moi je dirais pas non, non, tu t'affines, Enzo. Des Mais oreilles, ouais, peut-être. voilà, vous devez le voir, non, c'est la barbe, c'est depuis que tu as coupé la Ah, il barbe un peu. préfère, hein. Non, je déconne. Suite à la demande de Ah nos oui, oui, les auditeurs. auditeurs, ils sont bien gentils les auditeurs, Mais 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 en tout cas, 2011-2012, saison difficile aussi, blessure, tension avec Deschamps, il est tout près d'un prêt à Fulham à l'hiver. Enfin, vous voyez que le destin est incroyable. Et avec en 2012-2013, voilà, il revient un peu en puissance, 13 buts, puis 16 buts en 2013-2014 et là 2014-2015, il explose complètement et en fait, c'est ça qui est un peu romantique avec, Gignac, c'est qu'il a passé plusieurs saisons à galérer. Il y a eu des moqueries, hein, un Big Mac pour Gignac évidemment, c'est ce que tout le j'allais monde dire. s'en souvient et en fait, c'est un peu ça qui est romantique, c'est le mec, on lui en voulait et il a saisi sa chance et il y est arrivé, en fait et moi j'ai franchement, j'ai kiffé. Bon, il est parti libre, ça fait chier quand même. Heu, mais au final, il a fait vibrer le Vélodrome comme rarement un attaquant a fait vibrer le Vélodrome, surtout sur sa saison avec Bielsa. On se souvient de son doublé, contre le PSG. Son Malheureusement, doublé contre le Paris, ouais. match aurait été un peu plus légendaire si on avait gagné et si Morel n'avait jamais, existé. Mais voilà, je pense que c'est un des 9 les plus aimés de l'ère, post-Drogba avec Nyang. Voilà, je sais pas si vous partagez mon avis, mais vive Et Justement, Gignac. surtout ce qui est tu parles beau de Drogba. Vas-y, vas-y, Kylian. Surtout ce qui est beau en fait avec, Gignac, c'est que, voilà en fait, ça a été un petit peu une renaissance. Enfin, ses 2 premières saisons ont été très, très compliquées et derrière il s'est imposé, il s'est relevé et il a été, un des joueurs marquants, un des derniers 9 marquants, à l'Olympique de Marseille et franchement sa saison avec Marcelo Bielsa, elle est juste incroyable, il marche complètement sur l'eau, il marque quasiment tous les week-ends et puis comme tu l'as dit Tino, moi ce doublé contre le PSG, je me revois encore chez moi, enfin j'avais complètement vibré quoi. Et franchement, c'est un joueur qui voilà, qui avait de l'abnégation. C'était un joueur qui, voilà, qui lâchait absolument rien, qui aimait le club. C'est aussi important. Il aimait énormément le club. Il se donnait énormément pour le maillot. Et voilà. Et c'est un joueur qui s'est montré décisif. Et c'est dommage qu'il soit parti libre. Mais je suis aussi content pour lui de l'aventure qu'il vit au Mexique. Parce qu'au Mexique, c'est devenu une véritable légende là-bas. Parce qu'il faut dire les termes, il faut surtout pas abuser. C'est vraiment une légende là-bas. Ce qu'il a fait au Tigres en quoi? En une dizaine d'années, c'est juste extraordinaire. Donc non, je suis content pour lui et franchement, oui, comme je l'ai dit, j'avais longtemps hésité entre Nyang et Gignac. J'ai préféré Nyang parce que c'est le choix du cœur, mais Gignac aurait très bien pu être cité. Enzo, tu voulais rajouter quelque chose, mais ça me donne les frissons là, Je vais carrément. rajouter quelque Mais je chose, vous jure que c'est vrai effectivement, par contre, je déconne c'est même que pas. comme l'a dit Kylian, justement, j'ai 2 choses à rajouter. La première, c'est que comme l'a dit Kylian, il faut absolument pas sous-estimer son passage au Mexique, au Tigres. Parce qu'on sait à quel point peut-être que le niveau footballistique n'est pas extrêmement élevé, je suis d'accord, mais c'est compliqué de réussir dans ce contexte. Florent Thauvin est bien passé pour le savoir. Donc, finalement, Gignac, a surperformé, est une véritable légende vivante au Mexique. Kylian a raison. Là-bas, tout le monde connaît Gignac, tout le monde aime Gignac et donc voilà et l'histoire est encore plus belle parce que lorsqu'on sait, ses débuts quand même extrêmement compliqués, à l'OM,
Si lors de ses premiers matchs, on te disait qu'il aurait eu cette trajectoire-là, personne n'y croyait. Il a su retourner les avis, les opinions, se mettre le vélodrome dans la poche, les supporters également. Et son passage, et oui, a marqué le club et est absolument exceptionnel. Mais dernière chose sur Drogba, moi, tu vois, par exemple, le joueur intrinsèquement qui a été le meilleur peut-être, ou du moins qui est le meilleur footballistiquement parlant et qui est passé par l'OM ces derniers temps, j'aurais dit Drogba. Drogba, pour moi, est supérieur footballistiquement à Nyang. Par contre, celui, forcément, il y en a un qui est resté 5 ans, l'autre seulement une saison, mais qui a marqué l'histoire de l'OM, c'est Nyang et pas Drogba finalement. Tu vois, c'est juste ce que je voulais Plus préciser. l'histoire plus que les cœurs, en tout cas. Parce que je pense que Voilà. ceux qui ont vu Drogba, oui, Bah, pas sûr, hein. te Moi, j'en connais, reprendront hein. là-dessus quand même. Après, après moi, je comprends que les gens qui ont vu Drogba, la saison de Drogba à l'OM, moi j'ai pas pu la voir, j'étais un petit peu trop petit, mais je comprends que les gens qui ont vécu la saison Drogba à l'OM mettent Drogba peut-être au-dessus de Nyang. Mais moi je trouve que dans l'histoire de l'OM, le joueur qui aura le plus marqué l'OM entre les deux, ça reste Nyang, tout simplement parce que comme je l'ai dit, pour moi c'est la dernière figure importante d'un OM qui a remporté des titres. Le dernier titre de champion, c'est lui le capitaine, c'est lui le joueur clé de l'équipe. Donc pour moi, ça reste le joueur qui a pour moi marqué l'OM par rapport notamment à Drogba notamment ou d'autres numéro 9 qui sont passés avant lui. Mais justement, ce qui est intéressant pour vraiment conclure, c'est que je parle des fois avec des supporters marseillais, donc qui ont entre 30, 40 ans, voire peut-être plus, et eux-mêmes ont le même constat, c'est que oui, la saison de Drogba est absolument exceptionnelle et marquante, mais si tu leur demandes de choisir entre Nyang et Drogba, ce qu'ils ont préféré, ce qui les a plus marqués à l'OM, il y en a beaucoup qui te répondront Nyang, tu vois? Étonnamment que ça puisse paraître, mais moi Mmh. justement non, ça m'étonne pas finalement parce que Nyang a vraiment, marqué les cœurs et l'histoire de ce club, tout simplement. Pour finir, je voulais raconter un peu ma vie sur Gignac. J'avais PES 2008 à l'époque et il fait partie, des joueurs que j'avais recrutés dans mon OM, 2 ans avant qu'il vienne donc finalement, bah, mettez un peu du respect sur mon nom, s'il vous plaît. Quand même, j'avais 8 ans, Oui, j'étais déjà un pour une scout fois qu'il a incroyable. été, perspicace et qu'il a vu les choses avant tout le monde, faut quand même lui accorder. Enfoiré. Mais oui, tu as raison, enfoiré. Mais oui, non, c'est vrai, J'ai c'est vrai. presque toujours raison, sache-le. Presque. Mais en tout cas, Gignac, j s'il avait mis son but, contre le Portugal, mon pote, je pense que vous auriez dit Gignac, tu vois? Parce que je sais pas si vous êtes pour la France en sélection nationale? Non, moi, ça n'aurait eu aucun impact. Bon, bah, peut-être Kylian alors. En vrai, Vu en vrai, c'est pas. En vrai, si on parle impossible. vraiment que de l'OM, je pense pas que ça aurait eu de l'impact puisque c'est l'équipe Voilà. de France, et donc du coup c'est totalement différent. Mais par contre, là où je voulais appuyer un petit truc, c'est que je pense que si Drogba avait notamment peut-être marqué en finale de Coupe de l'UEFA et que l'OM avait gagné la Coupe de l'UEFA, avait gagné l'Europa League, je pense que Drogba aurait été incontestablement le numéro un des numéros 9 qui sont passés à l'OM Mmh. sur les 20, 25 dernières années. Mais malheureusement, comme il s'est blessé et que l'OM perd la finale, malheureusement, Mmh, bah, ça ne peut pas, ça n'a pas eu lieu, malheureusement. exactement. Le football est parfois cruel. En tout cas, merci les gars, ça a été, une très, très belle émission. On est presque à plus d'1 heure. Je crois qu'on est à plus d'1 heure. 1h06, Heu, 52 secondes. 1h06, bon, bah, parfait. Les auditeurs vont se régaler parce que vous avez été très pertinents comme d'habitude. Donc je vous invite, si vous voulez réécouter des gens aussi pertinents qu'Enzo et Kylian, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker, et pour, évidemment revoir les capsules, les moments les plus marquants de cette, émission, abonnez-vous sur Insta, sur Twitter et sur TikTok. On va développer le TikTok, ça va être génial. Les gars, Massilia Zone, le média le plus complet, humblement, sur l'Olympique de Marseille. Je vous dis ciao. Allez l'OM.